Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires d'horreur, des histoires de personnes qui ont horrifié l'histoire. J'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous laisse mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram AkenTV que je vous affiche juste ici pour m'envoyer une histoire effrayante qui vous est arrivée, que ce soit du paranormal, une rencontre qui vous a mise mal à l'aise, peu importe, je prends tout, ce sont vos histoires, c'est ce qui compte, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Insta pour m'envoyer tout ça, ou alors via le mail qui se trouve dans la description. J'espère que vous êtes bien installés, et si c'est bien le cas, on va découvrir ensemble ces deux histoires terrifiantes. Pour qu'un nom se distingue parmi les innombrables atrocités d'une sombre période de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, il faut que les crimes soient d'une horreur absolue. Et ça a été le cas d'un homme, Marcel Petiot, surnommé sobrement Docteur Satan. Sous couvert de la France occupée, il menait une double vie. D'abord celle d'un médecin respectable, et de l'autre celle d'un tueur en série, parmi les plus abjects de l'histoire. L'histoire de Marcel Petiot est celle d'une descente aux enfers, celle d'un homme qui passa de petits délits à des crimes d'une monstruosité inouïe. Mais face à toutes les horreurs dont il est à l'origine, il y a une question qui se pose, c'est comment a-t-il fait pour échapper pendant aussi longtemps à la justice? C'est à la date du 17 janvier 1897, à Auxerre, que naît Marcel Petiot. Et très tôt, il y a quelque chose chez lui qui semble défaillant. À 11 ans, il commet un geste qui glace encore toutes les mémoires. Un matin, il emporte l'arme de son père à l'école et il tire en plein dans sa classe sans aucune raison. La même année, un autre incident vient troubler son entourage. Il a des comportements extrêmement déplacés vis-à-vis d'une de ses camarades de classe, allant même jusqu'à des agressions intimes, ce qui laissait déjà entrevoir une étrangeté inquiétante vis-à-vis de ce jeune garçon qui allait devenir plus tard un réel monstre. Parce que derrière les traits d'un simple écolier, on devine qu'il y a un esprit perturbé. Et ces premiers incidents marquent une longue série d'ennuis. Marcel est exclu de plusieurs établissements scolaires car il est complètement incapable de respecter la moindre règle. Et c'est une fois qu'il passe l'adolescence que là, il franchit une ligne. Il vole une boîte aux lettres, il saccage du matériel public. Et pour cela, il est arrêté et c'est là qu'il subit sa première évaluation psychologique. Le verdict tombe, rien d'étonnant, Marcel est atteint de troubles mentaux. Mais c'est quelque chose qui va en sa faveur parce qu'à la suite de ce diagnostic, les charges qui sont portées à son encontre sont abandonnées. Par contre, il n'est pas pour autant traité vis-à-vis de ce qu'on lui a décelé. Alors Marcel continue d'emprunter cette pente glissante. Il continue de multiplier les petits délits et il est complètement indifférent aux avertissements, aux diverses arrestations. Et en 1914, après de nombreux écarts, les médecins confirment de nouveau que Marcel est atteint d'instabilité psychologique. Et derrière cette façade d'adolescent un peu turbulent qui n'aime pas respecter les règles, il y a quand même quelque chose de plus sombre qui commence déjà à se dessiner. L'année 1914 est passée, la France rentre dans la Première Guerre mondiale. Et malgré ces diverses arrestations, les divers troubles qu'il a pu causer, Marcel postule pour rejoindre l'armée en 1916. Il est accepté au sein des forces armées, mais il n'a pas le temps de briller. Lors de la seconde bataille de l'Aisne, il est blessé et donc envoyé en évaluation médicale et là les médecins lui décèlent une crise nerveuse sévère. Donc fini la guerre pour Marcel. Il est transféré dans plusieurs maisons de repos destinées à accueillir des soldats traumatisés. Et alors, on ne sait pas pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il voulait tuer des gens légalement, si on peut dire ça comme ça, par le biais de la guerre, ou pour d'autres raisons? L'intégration de Marcel dans le rang des forces armées ne l'a pas cadré. Bien au contraire, ça n'a fait qu'empirer ses pulsions et ses troubles. Donc très vite, Marcel, qui continuait ses larcins, a été encore une fois arrêté et on l'accusait d'avoir, par exemple, volé des couvertures militaires, de la morphine, mais même des objets appartenant à d'autres soldats en convalescence. Toi, tu vas faire la guerre, défendre ton pays, tu es blessé, tu reviens, t'as un mec qui te vole tes affaires, alors que t'es en train de te reposer parce que t'as été blessé pendant la guerre. Pas cool Marcel. Marcel était encore jeune. Il agit par opportunisme, cynisme, mais aussi instabilité. Il a été interné à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais et encore une fois, on lui diagnostique des troubles mentaux sévères. On lui a administré un traitement plutôt sommaire, ensuite on a considéré qu'il était plus ou moins guéri et on l'a renvoyé au front en juin 1918. Mais encore une fois, Marcel n'est pas resté longtemps sur le champ de bataille. Il s'est blessé au pied, pas en défendant son drapeau, pas en essayant de sauver d'autres soldats, non. Il a juste pris une grenade qu'il a mal manipulée, ça lui a explosé au pied. Donc finalement on a jugé Marcel inapte au combat
et on l'a renvoyé dans la vie civile. Fini la guerre pour lui et il avait même une pension militaire pour invalidité. On aurait pu croire à ce moment-là que participer à la guerre, brièvement, allait mettre fin aux dérives de comportement de Marcel. Pas du tout. Après la guerre, il a profité d'un programme d'éducation accéléré. C'était quelque chose de mis en place pour les anciens combattants pour qu'ils puissent se réintégrer après la guerre. En à peine 8 mois, il arrive à terminer des études de médecine. Un exploit qui a été rendu possible par la pénurie des médecins après le conflit de la guerre. Donc Marcel, il prévoit une plutôt belle reconversion. C'est ensuite à Évreux qu'il a réalisé son internat et pour une fois, il n'a pas causé de troubles, il était plutôt discret, appliqué. C'est comme si Marcel avait décidé enfin de suivre un chemin plutôt respectable. Et c'est au mois de décembre, en 1921, que là Marcel obtient enfin son diplôme de médecin. Il part ensuite à Villeneuve-sur-Yonne, mais là, son naturel revient au galop. Il se met à commettre encore des crimes. Mais cette fois-ci, pas des petits larcins. Il met en place carrément des arnaques au travers de son nouveau titre, son titre de médecin. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prescrivait à des patients des médicaments qui étaient très addictifs, alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Donc les patients revenaient de plus en plus pour avoir des prescriptions des médicaments. Marcel, lui, déjà, gagnait de l'argent avec ses consultations, il gardait les personnes qu'il rendait addictes aux médicaments et derrière leur dos, il remplissait des demandes d'assistance médicale à l'État. Comme ça, il était payé 2 fois. Une fois par ses patients qui venaient en consultation et une deuxième fois par le gouvernement. Petit à petit, des rumeurs commencent à entourer notre nouveau médecin. On commence à raconter qu'il réalise des avortements clandestins et on dit même qu'il vole de l'argent ou des biens à certains de ses patients qu'il avait justement réussi à garder sous son contrôle. En 1926, Marcel fait la connaissance d'une femme, Louise Delaveau. Elle est la fille d'un de ses patients assez âgé et en mai 1926, elle disparaît. Personne ne sait où elle est partie et beaucoup supposent que cette malheureuse jeune femme était la première victime de Marcel, mais rien n'a pu être prouvé. Peu de temps après la disparition de Louise, des voisins ont rapporté avoir vu Marcel rôder. Il a même été vu en train de charger un grand coffre dans sa voiture. Et malgré les soupçons qui ont pu être éveillés et l'enquête de la police, rien n'a pu être retenu contre ce médecin. Et quelques semaines plus tard, étonnamment, dans Lyon, un coffre similaire à celui qui a été chargé dans la voiture de Marcel Petiot est repêché. À l'intérieur, on a retrouvé des morceaux de corps de femmes et l'identité de cette femme n'a jamais pu être confirmée. Tout le monde sait que Marcel est probablement concerné par cette histoire, mais il n'y a aucune preuve qui permet de le relier réellement à tout ça. Donc il est encore une fois assez serein. Mais bien que l'affaire de la disparition de Louise avait quand même fait un peu de bruit, Marcel lui ne s'est pas dit qu'il allait se tenir un peu à l'écart et essayer de faire profil bas. Pas du tout. Il s'est présenté pour devenir maire de Villeneuve-sur-Yonne et il a été élu. 1 an plus tard, il rencontre une femme qu'il épouse, Georgette Lablais, qui elle était la fille d'un riche propriétaire terrien. Et ensemble ils ont eu un enfant, un garçon qui est né en 1928. On pourrait penser que Marcel aurait la belle vie. Il a sa femme, un fils, il est médecin, maire, donc plutôt reconnu. Pas du tout. Son mandat de maire a très mal tourné. Il a été, si on peut dire ça comme ça, victime ou plutôt au cœur de beaucoup de scandales, c'est-à-dire qu'il détournait des fonds, il réalisait des vols, des fraudes. Concrètement, son mandat de maire a été marqué par beaucoup d'irrégularités. Donc il a été mis sous pression et au bout d'un certain temps, ne supportant plus vraiment la pression, il a préféré démissionner. Mais il s'est dit, c'était quand même pas mal travailler pour le gouvernement d'une manière. Donc plus tard, il s'est représenté pour devenir conseiller municipal. Certains, quand il était maire, l'appréciaient. Marcel Petiot, c'était quelqu'un qui était assez charismatique, qui savait parler aux gens, donc il avait quand même des soutiens, ce qui lui a permis d'être élu comme il le souhaitait en tant que conseiller municipal. Encore une fois, son mandat a été de courte durée parce que Marcel Petiot volait, pas de l'argent cette fois-ci, mais de l'électricité. Là pour lui, c'en était trop, il se dit, je vais peut-être quitter le lieu de mon crime, donc il part de Villeneuve-sur-Yonne et il décide de se reconstruire ailleurs. Et c'est là qu'il va donc s'installer à Paris. Là-bas, il ne se reconstruit pas, il ne fait pas amende honorable, il décide de s'inventer une vie. C'est effectivement un autre moyen de voir les choses. Il écrit de fausses références pour se donner de la valeur en tant que médecin, et donc il arrive avec ces fausses références à attirer une nouvelle clientèle dans son cabinet médical, une clientèle plutôt aisée. Et encore une fois, avec ses clients, il réalise beaucoup de manipulations. Toujours des prescriptions de médicaments rendant addict, il continue, encore une fois aussi, à manipuler ses patients pour détourner leurs biens, leur argent. Et à un moment donné, ça s'est su. Donc Marcel Petiot a été interné pour un problème, le problème de kleptomanie. Mais encore une fois, il a réussi à sortir de son internement plutôt rapidement. Bon, à ce moment de sa vie, Marcel Petiot était pour sûr quelqu'un d'instable, de profondément amoral,
avec des troubles mentaux. Il a probablement déjà tué une personne, mais pour le moment, rien ne justifie le fait qu'on puisse le surnommer plus tard Docteur Satan. Mais c'est avec l'arrivée d'un grand événement de l'histoire que tout allait changer pour lui. Ce grand événement, c'était la Seconde Guerre mondiale. Dans le chaos de l'occupation allemande, alors que Paris vivait clairement dans la peur, avec le rationnement des vivres, les rafles, Marcel Petiot, lui, il a encore une fois analysé la situation pour trouver des opportunités. Et il a trouvé l'occasion rêvée d'exploiter la détresse humaine à une échelle inimaginable. Parce que c'est pendant cette période que ses penchants les plus sombres, les plus glauques, allaient réellement voir le jour. En 1940, Marcel réussit à échapper à la conscription forcée imposée par les Allemands. Tout ça grâce à de faux certificats médicaux. Il était médecin, il pouvait donc en faire facilement, déclarant qu'il avait une invalidité. La conscription, pour vous dire rapidement, c'est le fait de rejoindre les forces armées, entre guillemets, par obligation. En gros, c'est les personnes civiles doivent rejoindre les forces armées. Et Marcel Petiot, en se déclarant invalide, a pu échapper à tout ça. Donc Petiot, plutôt que de participer à la guerre sur le front, reste dans l'ombre et se fait encore une fois passer pour un médecin. Il se présente comme un héros caché. Il affirmait appartenir à la résistance française et il prétendait lutter contre l'occupation allemande. Il a pris un pseudonyme, celui de Docteur Eugène, pour masquer son identité, et il a mis au point une des escroqueries les plus macabres de la période de la Seconde Guerre mondiale. Il prétendait diriger un réseau d'évasion pour les juifs, les résistants et certains criminels. En gros, il prétendait vouloir aider tous ceux qui étaient recherchés par les Allemands. Il disait qu'il pouvait faire passer les gens en Argentine ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud via un passage au niveau du Portugal. Mais naturellement, ces services avaient un prix, 25 000 francs, et par personne. Ce qui correspond, si j'ai bien fait la conversion, à un peu moins de 6 000 euros. C'est cher, mais après, quel est le prix d'une vie? Donc, il invitait les personnes qui voulaient s'enfuir chez lui, et il leur disait qu'il fallait faire un petit vaccin, une petite injection, obligatoire, par précaution pour aller en Argentine. Sauf que dans la seringue, ce n'était pas n'importe quel produit, c'était du cyanure. Ouais. Presque 6 000 euros pour se faire injecter du cyanure, on peut le dire, oui, ça fait extrêmement mal de se prendre ça dans le derrière. Les victimes mouraient en quelques minutes, sans savoir qu'elles avaient en fait été trahies par un homme en qui elles avaient placé leur confiance. Ensuite, Petiot, comme à son habitude, dépouillait les corps, il prenait tous leurs biens et ensuite, il devait se débarrasser des cadavres. D'abord, il les jetait dans la Seine. Sauf que voyant que son activité marchait plutôt bien, il se dit qu'au bout d'un moment, on allait voir énormément de corps flotter sur la Seine à Paris. Donc il s'est dit, autant faire la destruction des corps aussi à domicile, et il a décidé soit de dissoudre les corps avec de la chaux, soit de les brûler directement dans sa propriété. Et petit à petit, son réseau a commencé à attirer l'attention. Mais pas par l'armée française, pas du tout, par la Gestapo. Donc par les Allemands qui occupaient Paris. Comment la Gestapo a pu se poser des questions? C'est plutôt simple. Eux, ils cherchaient des gens, et ils se rendaient compte que ces gens, ils n'arrivaient pas à les trouver, donc au bout d'un moment ils se sont dit mais où est-ce qu'ils peuvent bien partir? Et petit à petit, et bien dans les rumeurs qui circulaient dans la ville, on pensait que potentiellement le fameux réseau d'évasion du Docteur Eugène était efficace. Parce que les personnes qui voulaient s'enfuir allaient le voir et on n'entendait plus parler d'elles, donc on se disait que peut-être il arrivait à les faire partir. Donc la Gestapo a enquêté et ils ont commencé à comprendre que le fameux réseau d'évasion était dirigé par le Docteur Eugène, c'est-à-dire Marcel Petiot. D'ailleurs, les Allemands était réellement convaincu qu'il était vraiment un agent de la résistance. Donc il a été placé sous surveillance, et au bout d'un moment, pour être vraiment sûr des choses, la Gestapo a décidé de le piéger. Ils ont donc utilisé un de leurs prisonniers, Robert Dreyfus, pour qu'il s'infiltre dans le réseau. Il devait se faire passer pour un candidat pour se faire exfiltrer, et comme les autres, Robert Dreyfus a disparu. Il a très probablement connu le même sort que les autres victimes. La Gestapo continue donc de s'intéresser à Marcel Petiot. 3 des complices du bon docteur se sont fait arrêter, ils ont été torturés sauvagement parce que pour les Gestapo, ce n'étaient pas des tueurs, c'était des résistants. Donc ils sont persuadés que ces personnes ont de grandes informations à fournir. Mais n'étant en réalité pas du tout membres de la résistance française, les torturés n'ont pu donner aucune information. La Gestapo était loin de se douter de la réalité des choses. Ils ne se doutaient absolument pas que le réseau d'évasion n'existait pas et que les personnes qui disparaissaient ne quittaient pas le pays, mais étaient tout simplement morts. Et que probablement beaucoup des personnes recherchées étaient dissous dans le sous-sol du domicile de Marcel Petiot. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a une énorme dualité. La Gestapo pense que Marcel Petiot est un héros français qui gère un réseau d'évasion clandestin alors que c'est juste un tueur en série. Clairement à ce moment-là, Marcel Petiot et la Gestapo jouent dans le même camp. La Gestapo veut arrêter des personnes et sûrement les envoyer dans des camps,
les tuer, Marcel Petiot fait le travail à leur place. Mais le 11 mars 1944, pour le docteur Eugène, les choses commencent à vriller un petit peu. Depuis plusieurs jours, les gens se plaignent, autour de là où il vit, d'une odeur vraiment abominable. Et il n'y a aucun doute possible, l'odeur vient de chez lui. Certains avaient déjà remarqué aussi d'épaisses fumées noires qui sortaient de sa cheminée, comme si quelque chose brûlait, mais ardemment, pas comme une cheminée classique. Et les habitants alentours ont eu peur. Ils se sont dit, il y a peut-être un incendie. Donc, la police a été contactée. Les autorités, qui étaient intriguées parce qu'ils ont reçu beaucoup de plaintes, se sont rendus sur place avec des pompiers. Les pompiers ont voulu faire leur travail, s'assurer qu'il n'y avait aucun danger, donc ils sont rentrés chez Marcel Petiot. Et déjà en entrant, il y avait une puanteur abominable. Et les policiers qui étaient là aussi ont compris aussi à l'odeur que c'était pas forcément un simple feu qui était là, mais quelque chose de bien pire. Ils s'attendaient à être surpris, mais pas au point de comprendre qu'ils venaient en fait d'entrer dans une véritable maison d'horreur. Dans la cave, sous une épaisse couche de terre fraîche, ils ont découvert les restes décomposés de 10 personnes. L'air était irrespirable, mais c'était pas le pire. Dans la chaufferie, la chaleur du poêle à charbon était suffocante, et lorsque les pompiers ont écarté un peu les braises, ils ont découvert des restes humains calcinés. Les policiers sont ensuite allés dans la cour arrière, et là il y avait un fossé rempli de chaux vives, dans lequel il y avait plein d'autres corps qui avaient été mis là. Les policiers ont continué de fouiller la demeure, et dans chaque pièce, il y avait des valises remplies. Il y avait des vêtements, des objets personnels, et tout ça, c'était en fait des biens qui appartenaient aux différentes victimes du fameux docteur. Bien sûr, ça a fait énormément de bruit, la presse s'est emparée de l'affaire, on a rebaptisé le docteur Eugène en docteur Satan, c'est devenu vraiment un scandale national, mais dans cette histoire, le principal intéressé, il est où? Eh ben il avait senti le vent tourner, il avait le flair, et il s'est barré, il a pris la fuite. Pendant 7 mois, personne ne savait où il était passé. Au début, quand il rencontrait des gens qui savaient qui il était, il disait que les corps qu'on avait retrouvés chez lui étaient en fait des corps de nazis ou de personnes qui avaient collaboré avec les Allemands. Mais jamais il a dit que c'était des personnes qui voulaient juste sauver leur vie. Donc, au début, les gens le prenaient plutôt, pour ceux qui le croyaient, pour un héros. Mais en août 1944, il y a la libération de Paris. Donc, ciao les Allemands. Et 2 mois plus tard, le 31 octobre, Marcel Petiot a été reconnu dans le métro. Il a pris la fuite, mais il n'a pas voulu partir bien loin. De suite, il a été arrêté. En même temps, sa photo avait beaucoup circulé dans les journaux, donc il a pu être reconnu facilement. Et au cours de son procès, il était droit dans ses bottes. Il s'est présenté en quelque sorte comme un héros incompris. Il disait qu'il était bel et bien un membre actif de la résistance française, que tous les corps qui ont été retrouvés n'étaient pas des personnes innocentes, mais des Allemands, des collaborateurs, des informateurs. Et il disait que lui, il n'a tué personne, il était juste là pour aider à se débarrasser des corps, mais que les morts, ils n'en étaient pas à l'origine. Sauf qu'il y a eu une enquête, et l'enquête ne va pas dans son sens, ce qui est normal vu que ce qu'il raconte n'est pas la vérité. Il disait faire partie d'un réseau de résistance spécifique, sauf que le réseau qu'il invoquait n'existait absolument pas, et d'ailleurs, les véritables résistants ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui, et qu'ils ne l'ont jamais approché. Alors pendant le procès, évidemment on dit à Marcel, mon petit Marcel, tu te fous de nous. T'es pas un résistant, t'es pas un sauveur, t'es juste un tueur en série, un homme cupide qui a exploité la détresse de personnes qui voulaient simplement sauver leur vie dans une période très sombre et compliquée pour elles, pour les dépouiller et avoir le plaisir de tuer. Finalement, le docteur Marcel Petiot a été reconnu coupable de au total 26 meurtres. La sentence est radicale, peine de mort, comme à l'ancienne, à la guillotine. C'est le 25 mai 1946, à l'aube, qu'il a été conduit à l'échafaud, et Schluck, plus de tête le Marcel. Et c'est comme ça que se termine l'histoire d'un tueur en série historique qui a profité d'une période sombre qui provoquait déjà du malheur pour en causer encore plus, et aussi derrière, s'enrichir lui-même. 26 meurtres officiellement, tout laisse penser qu'il y avait bien plus de victimes, mais malheureusement on n'a pas pu lui en attribuer plus faute d'éléments, car il y a eu aussi d'ailleurs, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de cas de disparition non élucidés qu'on pourrait attribuer à Marcel Petiot. Lui seul sait probablement précisément combien de personnes il a tué, peut-être qu'il tenait le compte, peut-être pas du tout parce que le chiffre était trop énorme, mais ça c'est un secret qu'il a emporté avec lui dans sa tombe. Ce qui est important de retenir avec l'histoire de Marcel Petiot, c'est qu'il incarne lui-même une idée glaçante. C'est que même au milieu de l'horreur de la guerre, certains trouvent encore le moyen d'ajouter leur propre enfer pour leur plaisir ou pour la faible raison de s'enrichir. Maintenant, je vais vous parler d'une femme, Delphine Lalaurie, qui a fait frémir la Nouvelle-Orléans. Elle est née vers 1780. Issue d'un père irlandais et d'une mère française,
de la haute société. Delphine grandit au cœur de l'aristocratie créole et on lui inculqua très tôt l'art du raffinement, du charme, et elle est devenue l'une des femmes les plus belles, mais aussi des plus influentes de la ville. Mais derrière ce visage quasiment parfait, se cachait en fait une obscurité insondable. Car dans son manoir, elle faisait subir des supplices à des personnes, des esclaves. Des supplices qui étaient inimaginables, allant de la torture jusqu'au meurtre. Il faut savoir que dans sa jeunesse, ses parents occupaient une place plutôt importante dans la haute société. Son cousin était même maire de la ville entre 1815 et 1820. Delphine, de par son éducation et sa beauté, savait comment user de ses charmes, comment séduire, et c'est pour dire, elle s'est mariée 3 fois, et chacune de ces unions a pu renforcer un peu plus son statut. Son premier mari était un officier royal espagnol, et le second, un banquier local avec une certaine influence. Mais c'est sa 3e union, celle avec un docteur, Louis Lalaurie, qui a fait naître sa légende. Anciennement Madame Blanc, elle est devenue la redoutée et redoutable Madame Lalaurie, celle qu'on connaissait comme la grande dame d'un manoir située au niveau de la rue Royale. Au cours de ces différentes unions, notre bonne dame a donné naissance à plusieurs enfants, 6 au total. Pourtant, il n'y a que 2 de ses filles qui vivaient à ses côtés. Dans sa demeure, elle régnait comme une maîtresse absolue, et elle avait des domestiques, mais aussi des esclaves. En tant que femme, elle semblait avoir une situation idéale. Elle semblait indépendante, déterminée, elle avait ses propres affaires, gérait sa propre fortune, et elle tenait à tout gérer elle-même. Elle donnait cette image de femme forte et raffinée, une image qui cachait quelque chose de plus terrible. Dans le secret de son manoir, elle aurait torturé et assassiné plusieurs de ses esclaves. Au total, on dénombrerait 4 victimes, selon les rapports officiels, mais on soupçonne qu'il y en aurait eu beaucoup plus. À première vue, sa demeure était un mélange d'élégance, de prestige, quelque chose qui était le symbole de richesse, vraiment le summum du raffinement créole de la Nouvelle-Orléans. Mais à l'intérieur, elle s'adonnait à ses plus sombres penchants, son penchant pour la souffrance humaine. C'est en 1833 qu'elle a attiré l'attention des autorités locales, parce que malgré son statut et son influence, on se doutait fortement de ce qu'il se tramait à l'intérieur des murs de sa maison. D'ailleurs, ce qu'il se passait semblait même affecter les propres filles de Delphine, qui devraient avoir plutôt la joie de vivre en ayant une grande fortune, un bon statut social, une influence, mais à chaque fois qu'elles étaient aperçues, elles semblaient comme éteintes, sans joie, comme si elles étaient constamment écrasées par une atmosphère extrêmement lourde. Une des histoires les plus sombres entourant Madame Lalaurie concerne une fillette de 12 ans, une esclave nommée Lia. Un jour, alors qu'elle brossait les cheveux de sa maîtresse, la petite fit un nœud dans sa chevelure. Furieuse, Delphine a saisi un fouet et la petite, horrifiée, s'est enfuie. Ses petites jambes la portèrent jusqu'au 2e étage, puis dans les combles, jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur le toit du manoir. Un voisin observa la scène, et là, Madame Lalaurie a surgi. Sur le toit, elle aussi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? C'est le mystère, c'est assez flou. Ce qui est sûr, c'est que la petite a chuté du toit. Est-ce qu'elle a glissé? Où est-ce que Madame Lalaurie l'a poussé? Ça, c'est la partie brumeuse de l'histoire. Le voisin n'a pas pu témoigner de ce qui s'est passé, étant donné qu'au moment où il a vu la scène, il a détourné le regard, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a bel et bien entendu le bruit de l'impact du corps de la petite sur le sol. Quand elle a été ramassée plus tard, ses membres pendaient, et elle a été enterrée à la hâte dans un coin du jardin, sans le moindre respect pour sa dépouille. Il y a eu une enquête qui a été réalisée par des autorités, enquête qui a révélé que la maîtresse de maison était très abusive vis-à-vis de 9 esclaves qui lui appartenaient. Elle n'a pas pu échapper à sa peine, une lourde peine, une petite amende. Et aussi la confiscation des personnes qui étaient concernées par ces abus, donc les esclaves. Mais bien sûr, ça n'allait pas arrêter Delphine Lalaurie. Maintenant privée de ses esclaves, elle a manipulé sa famille pour les obtenir de nouveau. Elle a joué de ses relations avec sa famille pour leur imposer le fait de racheter les esclaves. Et qu'ensuite Delphine puisse les racheter derrière encore. Comme ça, les transactions se faisaient un peu sous le manteau. Et à la date du 10 avril 1834, encore une fois, la terreur s'abat sur le manoir des Lalaurie. Dans la cuisine, une esclave de 70 ans avait atteint ses limites. Elle était enchaînée à un fourneau, condamnée à toujours préparer des repas pour Madame Lalaurie et ses invités. Mais un jour, dans un mélange de désespoir et de peur, la vieille femme a décidé de mettre fin à ses jours de manière extrêmement radicale. Elle s'est mis le feu dans la cuisine, espérant emporter le manoir avec elle dans les flammes. Les flammes se sont rapidement propagées, mais pas assez pour que l'entièreté de la maison ne brûle. Les pompiers et la police sont arrivés sur place, et pendant que la maîtresse de maison s'évertuait à sauver ses meubles les plus précieux, les autorités, elles, ont trouvé la vieille femme au milieu des flammes, enchaînée à son fourneau, mais en vie.
Elle a été sauvée et c'est là qu'elle a fait sa confession. Elle a avoué avoir elle-même lancé l'incendie. Elle a dit qu'elle a fait ça parce qu'elle préférait clairement mourir que de vivre un jour de plus dans la maison aux côtés de cette femme apparemment monstrueuse. Elle ajouta également que souvent sa maîtresse emmenait des esclaves à l'étage supérieur, mais qu'à chaque fois elle redescendait toute seule. Concrètement, ces esclaves ne redescendaient jamais, on ne les voyait plus. Le moment de l'incendie a beaucoup fédéré, c'est-à-dire que beaucoup de voisins d'habitants du quartier se sont joints au secours pour aider à faire évacuer la maison, notamment les esclaves. Et il se trouve que Madame Lalaurie et son mari refusaient de donner la clé du quartier des esclaves. Donc, la porte a été défoncée. Et ce qui a été découvert de l'autre côté de la porte, c'était littéralement un cauchemar éveillé. Il y avait 7 esclaves, horriblement mutilés, qui étaient suspendus par le cou. Leurs membres étaient déchirés et avaient été étirés, parfois jusqu'à l'impossible. Un des esclaves avait un large trou dans le crâne, son corps de la tête aux pieds était couvert de cicatrices et il était même en train d'être rongé par des vers. Et beaucoup d'autres étaient dans le même état. Bien sûr, tout ça, ça a fait beaucoup parler. Enfin, tout le monde avait la preuve de quel était le vrai visage de cette fameuse Madame Lalaurie, celle qui semblait d'extérieur si parfaite. Plus tard, une fois l'incendie géré, il y a eu d'autres enquêtes plus approfondies concernant l'état des esclaves qui ont été retrouvés. Certains étaient enchaînés, parfois dans des positions quasiment impossibles à tenir, ou en tout cas très douloureuses. Certains avaient des mains clouées au-dessus de la tête, il y en avait qui avaient une sorte de machine au niveau du cou avec des pointes qui clairement les empêchaient de bouger. Sur le mur, il y avait un fouet qui avait été laissé là, qui était encore taché de sang, et toutes ces révélations ont eu l'effet d'une déflagration. Ça dépassait l'entendement. Tout le monde était profondément choqué, naturellement, même si je suppose qu'à l'époque de l'esclavagisme, c'était quelque chose de plutôt commun malheureusement. Et ensuite, à ça, forcément, l'obscène attire l'obscène, c'est-à-dire que des gens ont commencé à rajouter des couches de glauque, d'horreur, et ça on ne sait pas si ce sont des horreurs véritables ou juste des produits de l'imagination de ceux qui ont entendu la véritable histoire de Madame Lalaurie. Certains racontent qu'il y avait des esclaves avec les entrailles qui sortaient carrément de leur ventre, qu'on les avait enroulés autour de la taille des esclaves comme si c'était une ceinture, d'autres que Madame Lalaurie avait brisé le dos d'une femme esclave pour ensuite le ressouder derrière. À penser et à dire, ça fait très mal au dos. Et beaucoup disaient aussi que dans le grenier, c'était là qu'elle entassait tous les corps des esclaves qui avaient perdu la vie. Sur ça, est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Il vaut mieux se contenter pour sûr des rapports officiels, mais que ce soit des faits réels ou alors des fantasmes, ce sont tous ces éléments qui ont créé la légende noire autour de cette fameuse Madame Lalaurie. D'ailleurs, après l'incendie et la découverte de tout ce qui s'est passé, il y a une énorme fureur qui s'est lancée sur la Nouvelle-Orléans vis-à-vis des personnes qui étaient du même rang social que Madame Lalaurie, donc riches, fortunées, influentes, etc. En apprenant toutes les horreurs qui se passaient dans son manoir, les foules se sont mobilisées et s'y sont rendues. Il faut savoir que le manoir n'avait pas été réduit en cendres par les flammes, il était encore bien portant, donc les gens se sont précipités, tous les créoles, pour réduire en pièces ce qu'il restait. Cette bâtisse qui représentait clairement Madame Lalaurie, son influence, son charme, mais aussi sa monstruosité. Donc il ne restait absolument plus rien. C'était un théâtre de chaos dans l'endroit, et sûrement ce que vous vous demandez, c'est Madame Lalaurie, qu'est-ce qu'elle a fait? Et bah c'est simple, elle a senti que le vent tournait en elle, alors elle s'est barrée, elle s'est enfuie, elle est partie à Paris, elle a tout laissé derrière elle, même ses 2 filles. D'ailleurs, ces 2 filles qui étaient présentes quand toute la foule est allée envahir le manoir se sont enfuies par les fenêtres, et selon ce qu'on raconte, elles auraient ensuite vécu dans une pauvreté extrême, complètement délaissées par leur mère. Madame Lalaurie, elle, en France, elle a complètement changé de nom, elle est sûrement partie s'installer dans une province française, et elle serait, selon ce qu'on dit, décédée le 7 décembre 1849, en France donc, et ses restes auraient été secrètement rapatriés à la Nouvelle-Orléans, là où elle aurait passé une majorité de sa vie. Si son histoire a autant fasciné, c'est déjà parce que ça ressemble à une fiction horrifique alors que c'est quelque chose de bien réel, et c'est aussi parce que ça montre factuellement les nombreux sévices qu'ont pu vivre des esclaves, parce qu'il est fort à penser que ce que réalisait Madame Lalaurie vis-à-vis d'eux, eh bien elle n'était pas la seule à le faire. Beaucoup de personnes ayant des esclaves faisaient exactement comme elle, voire parfois faisaient même peut-être pire. Bien sûr, dans son manoir, ou ce qu'il en reste, il y a eu tellement d'horreurs qui ont été réalisées qu'on commence à raconter maintenant que le lieu est maudit, hanté. Certains disent avoir vu des apparitions, entendre des hurlements la nuit, voir parfois des fantômes d'esclaves errer dans les couloirs, ce qui a fait de ce manoir l'endroit le plus hanté de la Nouvelle-Orléans.
Mesdames et messieurs, nous avons terminé pour ces 2 histoires d'horreur. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Personnellement, c'était encore une fois un plaisir de vous partager ces histoires. J'adore ces histoires qui mêlent un peu histoire et horreur. C'est factuel, c'est documenté, donc impossible de douter de la véracité des choses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Rejoignez-moi aussi sur Instagram AkenTV qui s'affiche juste ici. Vraiment faites-le, ça me fait plaisir de voir quand vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre là-bas. Que ce soit pour me suivre comme ça, pour voir un peu ce qui se passe derrière la chaîne, les annonces de vidéos, etc. Ou alors bien sûr si vous souhaitez m'envoyer votre histoire à vous. Bien sûr, je doute que vous ayez été victime d'un tueur en série. Peut-être, ça peut arriver, mais vous en auriez réchappé et ça c'est excellent. Mais si vous avez des histoires de rencontres effrayantes, des histoires paranormales, vraiment faites-le. Pour moi c'est toujours un plaisir de les lire. Et si ensuite derrière vous voulez que j'en fasse une vidéo spéciale abonnée, moi je demande que ça me fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!